Merci beaucoup. Merci également à vous pour votre présence aujourd'hui pour ce séminaire où donc, je vais vous parler du lithium, son histoire, sa synthèse, sa réactivité et ses applications. Alors, dans le cadre de cette série de cours et de séminaires qui ont trait au diagnostic, vous venez d'entendre par l'exposé de Jean-Marie que détecter avec une fibre optique l'intimité des modifications à l'intérieur d'une batterie, ça permet d'avoir accès à la thermodynamique, avec la possibilité certainement d'avoir accès grâce à ça à l'intimité chimique de la batterie. Donc la thermodynamique, je vous en ai parlé un petit peu il y a 2 semaines, et donc là aujourd'hui, je pense que c'est la bonne occasion pour faire un petit résumé ou un bilan de ce que l'on sait de la réactivité chimique du lithium. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de thermodynamique. Aujourd'hui, ça sera plus chimie. OK ? Alors, le plan que je vous propose aujourd'hui, ce sera en 4 parties. Alors d'abord, je vais faire un rappel historique assez bref sur l'histoire du lithium, sa découverte et puis les différents acteurs qui ont été très importants dans cette évolution des connaissances du lithium. Et puis ensuite, je passerai un grand moment sur cette partie-là qui est associée à la description des propriétés du lithium métallique et du lithium ionique. Et vous verrez par exemple que c'est très très compliqué de ne pas distinguer les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas comprendre les propriétés de l'un sans connaître les propriétés de l'autre. Donc c'est très important. Et puis ça, je l'illustrerai par 3 points. La cyclabilité électrochimique du lithium métallique, sa réactivité et les impacts que peuvent avoir ces phénomènes d'hydratation et de solvatation du lithium ionique dans les propriétés générales de cet élément. Je passerai beaucoup moins de temps sur la partie ressources et utilisation du lithium, puisque l'utilisation du lithium, ses propriétés sont directement liées aux utilisations. On connaît très bien les propriétés, donc on arrive à en déduire ces utilisations assez facilement. Par contre, à la fin, je passerai un petit moment pour vous parler de ça. C'est une chose qui me semble intéressante, puisqu'on dit toujours que le lithium et les batteries lithium, ça va être un acteur important pour décarboner le transport. Les batteries lithium, ça peut également être un acteur important pour décarboner d'autres domaines industriels, dont la production de l'ammoniac et des engrais azotés. Donc ça, je vous en parlerai à la fin. D'accord ? Alors, premier point, l'histoire du lithium. Alors, tout commence en 1800. Ah, j'ai trompé de bouton. En 1800, sur une île ici en Suède qui s'appelle Uto. Et sur cette île ont été découverts deux minerais contenant du lithium qui étaient inconnus à l'époque, qui ont été découverts par José de Andrada, qui est un très grand minéraliste brésilien et qui est devenu par la suite un très grand homme d'État brésilien. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de sa carrière, cet homme-là a traversé l'Europe, a tissé un grand réseau de collaboration scientifique. Et donc, dès que ces 2 minéraux ont été découverts, il a envoyé cette découverte et ces différents échantillons à différentes personnes dans toute l'Europe pour la cristallographie, comme Howe, Wollaston en Angleterre, Gmelin en Allemagne, von Lennart en Allemagne également, Berzelius en Suède. Et donc la découverte l'analyse de ces 2 minerais a été finalement assez rapide de par ce réseau de collaboration que de Andrada avait tissé en Europe au cours de sa vie scientifique. Alors il a fallu attendre cependant 1917 pour que Berzelius et un de ses collaborateurs, donc Adferson, identifie dans ces 2 minerais un nouvel élément chimique qui était immédiatement identifié comme un alcalin, donc à placer à côté du sodium et du potassium qui étaient déjà connus à l'époque. Et c'est Berzelius qui lui a donné le nom de lithium, puisque finalement sa découverte est une découverte qui est uniquement liée au règne minéral. Donc lithos, ça veut dire pierre en grec, contrairement au sodium et potassium qui avaient été également découverts dans l'eau de mer et dans les végétaux initialement. Donc 1917, ça marque le début de l'histoire du lithium vraiment identifié en tant qu'élément chimique en tant que tel. Et puis après, les choses ont évolué pas forcément rapidement, ça dépend de ce qu'on appelle rapide ou lent, suivant les propriétés que l'on cherche à identifier. Donc voilà le début, 1817, détection dans les minéraux, et le nom lithium a été donné à cet élément à cette époque-là. 1818, Gmelin en Allemagne observe que le lithium colore une flamme en rouge. Ça a l'air d'être une anecdote, mais en fait, ça sert beaucoup pour l'identification et le dosage de cet élément chimique. Et puis après, on a essayé de l'isoler sous forme métallique. Donc là, les problèmes ont commencé. Donc Davy, qui avait déjà, par électrolyse, isolé le sodium et le potassium, n'a jamais réussi à isoler le lithium, en utilisant les mêmes techniques que précédemment. Donc avec des piles, vous voyez ici des piles zinc-cuivre.
1829, le lithium a été l'occasion pour Dobereiner de vérifier sa théorie des triades. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie des triades? C'est une hypothèse selon laquelle on peut grouper les éléments chimiques par triplé, sachant que la masse molaire de l'un correspond à la moyenne des masses molaires des deux autres. Donc c'est une prémisse de classification périodique. Et ça marche très très bien avec le lithium, puisque la moyenne du lithium, masse molaire 7, potassium, masse molaire 39, donne exactement 23 pour le sodium, qui est exactement au milieu. En 1855, Bunsen commence à réussir à préparer une toute petite quantité de lithium métallique, mais n'arrive pas à en synthétiser assez par électrolyse pour l'analyser correctement. Et il a fallu attendre M. Troust. Et Louis Troust, c'est une personne qui est à la charnière entre deux époques du lithium. Il y a tout ce que vous avez ici au tableau pour l'instant, et puis après Louis Troust, en fait, ça va être plutôt une période industrielle, découverte des ressources du lithium. Alors qu'est-ce que M. Troust a fait de si étonnant? En 1857, il a soutenu une thèse à Paris. C'est la première thèse soutenue en France sur le lithium. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette thèse, vous avez déjà toutes ces caractéristiques ici qui sont listées, que vous trouvez dans la thèse, qui étaient soit connues avant, soit découvertes par M. Troust. Et puis on va revoir dans l'exposé un certain nombre de ces caractéristiques. Donc la densité du métal qui est extrêmement faible, qui est très stable ce métal dans l'air sec, extrêmement réactif dans l'air humide, réaction avec les non-métaux, forme des alliages avec certains métaux, une masse molaire extrêmement faible et une très très forte affinité des sels de lithium pour l'eau. Donc 1857, la majorité des connaissances sur le lithium sont déjà établies. Il y a d'autres choses intéressantes dans cette thèse, c'est que déjà Troust remarque que le lithium se rapproche plus du magnésium que du sodium ou du potassium. Donc il y a une analogie lithium-magnésium qui est faite déjà à l'époque. Et puis pour être un petit peu provocateur, on dira que Troust et Liebig ont dit que peut-être qu'un jour ça aura une valeur le lithium si on arrivera à en avoir des quantités suffisantes pour l'appliquer industriellement. Donc déjà l'aspect quantité de lithium disponible était un problème à l'époque. Après ça va se régler dans la deuxième partie. Alors deuxième partie, donc, je vous disais, c'est plutôt maintenant la recherche du lithium. Alors en 1860, Bunsen et Kirchhoff démontrent que le lithium, il y en a absolument partout, même si globalement il est rare. Alors, on en trouve dans la croûte terrestre. Notez simplement que 20 à 35 ppm dans la croûte terrestre, c'est plus que le plomb et c'est plus que l'étain. Donc il y a plus de lithium en moyenne sur Terre que de plomb ou d'étain en masse. Donc c'est-à-dire qu'en nombre de moles, c'est encore pire. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'atomes de lithium que de plomb. On en trouve un tout petit peu dans les océans. Un être humain en moyenne en contient 2 mg et on en trouve dans les eaux minérales. Alors ça a donné lieu à un tourisme du lithium, on va dire, avec des eaux minérales fortement lithiées. Et puis à l'heure actuelle, c'est encore un argument commercial pour des sociétés américaines qui vendent des eaux minérales riches en lithium. Entre autres, c'est celle-là, Lithia. Jusque dans les années 50, on a même rajouté du lithium dans des sodas. Il y a ici Licieté de Lemon Soda. Et une théorie dit que le nom 7-Up, ça viendrait de la masse molaire du lithium. Mais ça, ce n'est pas forcément vérifié à 100% actuellement. Alors, le 7-Up, maintenant, il n'y a plus de lithium. Depuis les années 50, ça a été abandonné, cette idée. 1893, très important, Antoine Gunz réalise la synthèse en grande quantité du lithium par électrolyse d'un sel fondu eutectique. Et c'est toujours cette technique qui est utilisée actuellement pour l'industrie du lithium métallique. Et à cette occasion-là, Gunz remarque que le lithium, ce serait certainement le meilleur métal pour transporter l'hydrogène, en formant l'hydrure de lithium. Et à partir de 1923, la synthèse industrielle du lithium commence en Allemagne. Donc il a fallu un siècle, un peu plus d'un siècle, pour passer de l'identification du métal à sa production industrielle. OK ? Bon, voilà, ça c'était un petit panorama historique que je voulais vous montrer, avec quelques points que l'on va revoir au cours de cet exposé. Alors le lithium, il se situe à cet endroit de la classification périodique, donc c'est un alcalin ici, et vous savez que les rayons atomiques diminuent quand on monte dans la classification périodique et diminuent quand on va sur la droite. Ce qui veut dire que pour chaque période de la classification périodique, l'alcalin est l'atome le plus gros de sa période. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez ici la taille de l'atome, le numéro atomique, le lithium est ici, sodium, potassium, rubidium, césium. Donc le lithium, comme tous les alcalins, c'est un atome gros. Si on regarde de l'hydrogène jusqu'au xénon, donc les 5 premières périodes de la classification périodique, il n'y a qu'une toute petite dizaine d'atomes qui soient plus gros que le lithium. Le lithium est un atome gros.
Par contre, il a la plus petite masse molaire de tous les éléments solides de la classification périodique, c'est à peu près 7 grammes par mol. Et donc, un atome qui est volumineux avec une masse molaire qui est très petite, ça en fait un élément qui est extrêmement peu dense. Et en fait, la densité du lithium, c'est 0,53, donc c'est la moitié de celle de l'eau. D'ailleurs, le lithium, sodium, potassium sont les seuls éléments qui sont moins denses que l'eau, et le lithium a la propriété même de flotter sur l'huile. Et cette faible densité n'est pas due à une faible compacité de la structure. C'est uniquement dû à la densité de l'atome lui-même, puisque la structure du lithium, c'est un cubique centré, avec une compacité de 65%, qui est pas loin du maximum, qui est de 68. Si mes souvenirs sont bons, c'est 68. Donc c'est vraiment le fait qu'on associe un très gros volume avec un noyau très petit, qui fait que le lithium métallique est aussi peu dense. Et comme cet élément est extrêmement léger, en fait, ça veut dire que sa très faible masse molaire en fait l'élément chimique solide qui a la plus grosse capacité calorifique, c'est 3,6 joules par gramme par Kelvin. À noter que la capacité calorifique du lithium fondu, c'est la même chose que l'eau. C'est 4,2 joules par gramme par Kelvin, ce qui en fait des éléments chimiques à très très haute chaleur spécifique. Alors si on reste dans l'aspect rayon atomique, il faut remarquer donc que le rayon atomique, de nouveau, je répète, diminue quand on va vers le haut et diminue quand on va sur la droite. Ça veut dire que quand on se promène sur la classification périodique dans ce sens-là, on va du plus petit ici au plus gros ici. Et quand on va dans l'autre sens, sur l'autre diagonale, en fait, l'évolution peut se compenser. C'est-à-dire qu'en fait, ça augmente dans un sens, ça diminue dans l'autre, et ça peut se compenser. Et c'est parfaitement ce qui se passe pour le lithium et le magnésium. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de similarités chimiques et métallurgiques entre lithium-magnésium qu'entre lithium et sodium. Alors si vous regardez ici, lithium-sodium, si on prend le diagramme de phase, c'est juste une manière d'illustrer. Dans le diagramme de phase lithium-sodium, alors que c'est la même structure cristalline pour les deux, il n'y a aucune phase solide mixte lithium-sodium qui existe. Même à l'état liquide, c'est parfois compliqué de mélanger les deux. Alors que si on regarde un diagramme de phase lithium-magnésium, et ça j'en reparlerai juste après, un diagramme de phase lithium-magnésium, c'est 100% de solution solide, 100% de miscibilité lithium-magnésium, avec une très grande solution solide ici, qui va de 0% de magnésium à 70% de magnésium, avec un paramètre de maille qui varie d'à peine 1%. Ça, c'est parce que les tailles atomiques sont très proches. Une deuxième solution solide ici plus courte, et puis ici un mélange de solutions solides extrêmes ici. Et puis il faut remarquer aussi que cette similarité entre lithium-magnésium s'applique également à la réactivité chimique, comme je disais spécifiquement, vis-à-vis du CO2, vis-à-vis de l'oxygène et vis-à-vis de l'azote. Alors pourquoi j'insiste sur cet exemple, lithium-magnésium? On pourrait étendre ça à lithium-argent, il y a beaucoup de choses qui se font sur ce point-là actuellement dans le domaine des batteries tous solides. C'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait l'électrodépôt du lithium ou quand on cycle une électrode métallique. Donc on a un lithium métallique sous forme d'une feuille, en équilibre avec un lithium ionique dans un électrolyte liquide, par exemple. Et on va corroder le lithium, donc l'oxyder, puis après on va essayer de le redéposer de façon cyclique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de faire ça? Quand on extrait des électrons du lithium métal, le lithium ne va pas se corroder de manière plate. C'est-à-dire qu'en fait, on va former des trous, etc., des cavités. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien connu dans le domaine de la métallurgie, ce qu'on appelle de la corrosion par piqûre. Donc c'est un phénomène inhomogène, la corrosion, on crée une rugosité, des trous, et c'est tellement bien connu de la métallurgie que dans les bouquins de normalisation, on trouve même une classification des trous et selon la morphologie de la piqûre et de la forme de cette corrosion par piqûre. Alors les causes qui sont avancées par la métallurgie, c'est les impuretés chimiques et les défauts structuraux, le courant qu'on impose, une passivation inhomogène qui pourrait être la surface initialement du dépôt, et une diffusion du métal dans le métal plus lente que la diffusion de l'ion dans l'électrolyte. Alors, après, une fois qu'on a oxydé le lithium, on essaie de le redéposer, mais il va se redéposer là où c'est le plus facile. Donc, en fait, ça va former des filaments qu'on appelle des dendrites. Et ça, pour information, ça a été vu de manière extrêmement spectaculaire et très simple, avec un microscope optique, en 2007, par Tom Richardson. Vous avez ici le lithium, ici, vous avez le nombre de cycles ici. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du nombre de cycles, en fait, le dépôt de lithium croît en épaisseur. Ça devient de plus en plus aéré, de moins en moins dense, et puis on a même des filaments qui se détachent.
et en fait, on a du lithium métallique en suspension. C'est-à-dire qu'il y a des filaments qui se détachent et qui ne sont plus en contact avec le collecteur de courant. Donc, bien sûr, ça pose des problèmes de court-circuit, de sécurité, de perte de matière active, etc. Et donc, important de noter qu'on a une augmentation de l'épaisseur du lithium. Et donc, si on revient maintenant sur les diagrammes lithium-magnésium, je remets ici le diagramme lithium-magnésium avec la figure que je viens de vous indiquer ici. Et puis maintenant, vous allez voir exactement la même chose avec un alliage. Ici, c'est lithium, pardon, excusez-moi. Et là, je rajoute ici la même manip, réalisée non pas avec du lithium pur, mais avec un alliage lithium-magnésium. Donc, on se situe ici. 30% de magnésium, 70% de lithium. Et vous voyez qu'ici, le nombre de cycles augmente de la même façon et vous ne voyez absolument pas de dendrites qui se forment. Donc ça date de 2007. C'est un article qui fait 3 pages et je trouve un peu étonnant. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi cet article important, à mon avis, n'a été cité que 23 fois en 14 ans. Mais dans cet article, vous avez la démonstration de l'intérêt d'utiliser un alliage lithium-magnésium pour éviter les dendrites quand vous cyclez à régime, je dirais, modéré. Il ne faut pas non plus exagérer. Et puis, si vous voulez voir des autres photos plus récentes qui confirment ça, donc ça, ce n'est pas en cyclage, c'est juste du stripping et plating de lithium juste pendant un temps très long, donc 24 heures. Vous avez ici du lithium avec du lithium pur, stripping, plating, et puis ici, vous avez un alliage lithium-magnésium qui a été déposé et dont le lithium a été extrait dans les mêmes conditions, et vous voyez que c'est extrêmement plat. Et il y a beaucoup moins d'inhomogénéité de surface quand on utilise un alliage de ce type-là. Okay. Alors, autre point relatif au cyclage de lithium, les géologues ont l'habitude de classer la dureté des minéraux sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Mohs, qui va du talc, qui est extrêmement cassant et qu'on peut rayer très facilement avec l'ongle, jusqu'au diamant que rien ne peut rayer. Le plomb, puisqu'on parle de métaux, se trouve là. Le plomb, c'est 1,5, et le plomb, ça se raye avec l'ongle aussi. Et les alcalins se trouvent ici. Donc les alcalins sont des métaux qui ne sont même pas dans la classification ici, puisque ce ne sont pas des minéraux naturels. Donc ce sont des métaux qui sont extrêmement mous. Et qui dit métaux extrêmement mous, dit métaux qui sont extrêmement sensibles à la pression. Enfin, leur morphologie peut dépendre fortement de la pression. Et là, je voudrais juste vous montrer quelques photos qui viennent d'un article qui est sorti de l'équipe de Moly Energy en 1991. Alors là, c'est pareil, je ne comprends pas bien pourquoi un article comme ça a été cité 50 fois en 30 ans seulement. C'est assez étonnant. Mais dans cet article-là, que je vous recommande si vous avez le temps de le lire, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes, vous avez ici la photographie de la surface d'un lithium qui a été cyclé dans un électrolyte liquide 10 fois à 21 degrés face à un sulfure de molybdène dans un électrolyte où on a appliqué une très faible pression. La pression s'applique perpendiculairement à la surface du lithium. Et vous voyez ici apparaître de la mousse, en fait. Ici, c'est des dendrites avec une augmentation d'épaisseur nette. Et puis ici, la même chose, sous 14 atmosphères, le lithium reste extrêmement dense, juste en appliquant une pression de quelques atmosphères sur le lithium par l'intermédiaire de l'électrolyte. Et puis vous pourrez trouver aussi dans ce papier, ici vous avez l'évolution de l'épaisseur du lithium, de la feuille de lithium, donc charge-décharge, donc forcément c'est en dents de scie, puisqu'à chaque fois on en redépose et on en remet. Ça c'est sous pression, et là c'est hors pression, donc là c'est un petit peu de pression, c'est un peu plus d'une atmosphère ici de pression appliquée. Et vous pourrez également trouver ici que si vous voulez éviter qu'il y ait une croissance de l'épaisseur, parce que vous avez un dépôt et une corrosion qui ne sont pas homogènes et qui forment quelque chose d'assez peu dense, si vous voulez éviter cette augmentation d'épaisseur, il faut appliquer 500 PSI à peu près ici, ce qui fait une trentaine d'atmosphères. Donc on a peut-être en lisant ce genre de papier en fait, quelques pistes à suivre. Donc ces pistes-là sont actuellement explorées, en particulier dans le domaine des batteries tout solides. Mais je voulais vous montrer en fait, ces images qui sont extrêmement parlantes. Donc, puisqu'on parle de lithium, il faut également parler de sa réactivité. Donc, je vais vous montrer ce graphique que je vais décrire assez longuement en fait. Vous avez ici un graphique, vous avez un rectangle par gaz. Vous avez ici l'argon, l'air, l'azote, l'oxygène et le CO2. Et dans chacune des boîtes ici, vous avez l'axe ici correspond à la température à laquelle le lithium a été exposé à ce gaz, et ici vous avez le gain de masse. Et les traits pleins correspondent au gaz sec, les traits en pointillés correspondent au gaz à 50% d'humidité relative. Alors les conditions expérimentales sont ici.
Et puis ici, j'ai indiqué pour information la température de fusion du lithium qui est exactement là, à 180 degrés Celsius. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce graphique? Premièrement, le lithium à température ambiante ne réagit avec aucun gaz sec. Deuxièmement, vous voyez ici que l'azote, quand on chauffe, commence à réagir avec le lithium un petit peu avant sa température de fusion. Et le lithium est le seul métal qui est capable de faire ça. Et ça aura une importance quand je vais commencer à évoquer avec vous la partie engrais azoté. Par contre, vous voyez ici que l'air ne réagit pas du tout, alors que dans l'air, c'est majoritairement de l'azote. De l'azote. Donc ça paraît un peu contradictoire que quand l'azote est pur, le lithium réagisse, alors que quand l'azote est mélangé avec un peu d'oxygène, ça ne réagit plus. Donc ça, c'est, je dirais pas démontré dans la littérature, mais plusieurs hypothèses semblent dans le bon sens. C'est que dans l'air sec, on forme du nitrure de lithium localement, mais c'est une substance sur laquelle l'oxygène vient s'absorber préférentiellement et ça empêche l'accès à l'azote pour que la réaction se poursuive. Chose qu'on peut remarquer également, c'est que dès que vous mettez un petit peu d'eau, vous avez la masse qui augmente. Je rappelle, la masse est ici, la masse augmente. Ça veut dire qu'en fait, la présence de vapeur d'eau modifie énormément la réactivité du lithium avec les gaz de l'atmosphère. Et puis, un truc également important, c'est que ce soit sec ou humide, le CO2 semble être extrêmement peu réactif avec le lithium quand il est pur ou avec de l'eau. Mais le point, je dirais, le plus important de cet article, et qui a été confirmé par d'autres après, c'est que tout ce qui est au tableau, là, tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai uniquement si le lithium est extrêmement pur. Dès que vous avez un tout petit peu d'impureté dans le lithium, alors je vous demanderai juste de regarder la pureté qui est indiquée ici dans cet article. Vous voyez que l'azote, c'est moins de 0,004%. Il faut atteindre cette pureté-là pour pouvoir avoir les résultats qui sont au tableau ici. Dès que vous avez un lithium qui n'est pas pur, c'est-à-dire pas pur dans le sens de ce qui est indiqué ici, la réactivité peut être considérablement modifiée. Et en particulier la présence de nitrure de lithium qui peut accélérer toutes les réactions, même s'il n'y a pas d'eau. Et ça peut modifier les réactions avec les autres gaz également. Alors un autre exemple, la nitruration du lithium, par exemple, est fortement accélérée par la présence d'impuretés de sodium, alors que le sodium seul ne réagit pas avec l'azote spontanément. Donc il faut faire extrêmement attention à la pureté du lithium dès qu'on essaye de travailler avec sa réactivité vis-à-vis du gaz, mais certainement aussi vis-à-vis de l'électrolyte d'une batterie et de ce que ça peut contenir comme gaz ou comme autre substance réactive. D'accord ? Donc ça c'est pour l'air sec vis-à-vis de l'air, des gaz secs vis-à-vis des gaz humides. Et donc là, ce que je vous représente ici, c'est une autre expérience qui est faite dans l'air humide. Donc c'est de l'air classique, donc azote, oxygène, CO2, argon, ça ne réagit pas. Et vous avez ici la masse qui augmente. Vous avez ici la température qui est suivie en fonction du temps. Puis ici, vous avez la proportion relative des différents matériaux qui sont formés quand le lithium a été mis en contact avec l'air humide. Alors première constatation, au bout d'une heure, 95% du lithium a été consommé. Il n'y a quasiment plus de lithium ici. Deuxième point important, c'est que vous avez ici les premiers matériaux qui sont formés, c'est le nitrure de lithium et l'hydroxyde de lithium. Donc ça, ce sont les tout premiers matériaux qui sont formés quand on met le lithium en contact avec l'air humide. Et ces deux premières réactions, ces deux premiers composés sont associés à une réaction très exothermique qui correspond à la nitruration du lithium et à l'hydrolyse du nitrure de lithium pour former de l'ammoniac. Ça, c'est les premières choses qui se passent tout de suite, si le lithium est pur. Et puis, lentement, ce qui se passe, c'est que l'hydroxyde de lithium s'hydrate, et puis l'hydroxyde de lithium peut se carbonater, et puis lentement, on va voir apparaître de plus en plus de carbonate de lithium, mais c'est le carbonate de lithium qui sera le produit de décomposition finale du lithium métallique. Donc, le Li2CO3 est le produit final. Or, vous vous souvenez que quand on expose du lithium à du CO2, sec ou humide, la réaction est extrêmement lente quand le CO2 est seul. Donc les métallurgistes de l'époque se sont posé la question, est-ce que le carbonate de lithium ne serait pas un très bon passivant pour la réaction du lithium avec l'atmosphère? Alors ça, c'est l'occasion de vous parler de quelque chose qui est intéressant. Pour moi, je trouve que c'est intéressant. Ça s'appelle le critère de Peeling-Bedworth, ou le rapport PB. Alors l'idée de base, c'est qu'on considère que vous avez un métal,
est à la surface du métal. Par consommation de ce métal et par réaction avec quelque chose qui est dans son environnement, on forme une couche à la surface. Et on sait que cette couche, pour être protectrice, doit avoir premièrement une faible conductivité pour au moins un des deux ions qui constituent la réaction, qui participent, être adhérent au métal, thermiquement stable, ne pas être un intermédiaire de réaction, sinon ça va continuer à réagir. Et dans cette théorie Peeling-Betworth, ce qui est expliqué, c'est que l'idéal pour avoir quelque chose qui soit géométriquement couvrant, ce serait que le volume de la couche que l'on forme ici soit exactement identique au volume de métal qui a servi à former la couche, de manière à ce qu'on passe du métal nu au métal passivé sans avoir aucun changement de volume. C'est-à-dire que le volume de la couche divisé par le volume du métal consommé serait égal à 1. Alors on n'arrive jamais exactement à 1, mais on peut calculer ce rapport, le RPB ici, pour différentes substances. Alors ce qui est démontré par exemple, c'est que si le rapport est inférieur à 1, la couche sera poreuse, on aura quelque chose comme ça, et ça c'est exactement ce qu'on peut calculer avec le nitrure de lithium. Donc ça, ce n'est pas une substance qui bloque la réaction, ça continue, ce que je t'ai montré précédemment. Et le fluorure de lithium n'est pas censé, d'après cette considération qui est purement géométrique, n'est pas censé être une substance couvrante non plus. Si le rapport est égal à 1 ou très légèrement supérieur à 1, la couche sera couvrante, donc potentiellement protectrice si on a tout ça en plus. Ça, c'est le cas du carbonate de lithium, qui semble être une substance qui peut couvrir. Les deux qui sont ici peuvent aussi, mais par contre, ça va réagir avec le lithium. Donc en fait, le rapport, le RPB est bon, mais la réactivité va continuer, donc c'est pas bon, on va former un gaz. Et puis, si le rapport est très supérieur à 1, la couche sera peu couvrante, on aura des cracks de ce type-là, sauf si elle est très fine. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on calcule pour le lithium dithionite ici. Donc ça, c'est la couche, la SEI inorganique qui apparaît dans les piles lithium SO2, ou le LiI qui est en fait la couche isolante électronique qui apparaît dans les défibrillateurs cardiaques. Donc voilà, ça c'est un petit modèle géométrique simple, mais je trouvais intéressant de vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait en déduire. Alors maintenant, on va passer à l'ionisation du lithium, puisque si le lithium réagit, c'est qu'il s'ionise. Et dans la partie gauche de la classification périodique, à l'exception de l'hydrogène, en fait, tous ces éléments-là sont des métaux qui forment des cations, et le rayon des cations évolue de la même façon que le rayon des métaux, donc ça diminue vers le haut et ça diminue vers la droite, pardon. Et le lithium plus, sodium plus, potassium plus, etc., les ions sont dans le même ordre. Vous avez ici la taille relative des ions cations, les cations alcalins par rapport aux métaux ici. Et ce que vous pouvez observer ici, c'est que la même chose, le lithium plus est un petit ion, et ce n'est pas le plus petit des ions, puisque par exemple le beryllium 2+, qui est à côté, est plus petit. Donc le lithium métal n'est pas un petit élément, le lithium plus n'est pas le plus petit des ions. Il y en a des plus petits, même beaucoup plus petits. Cependant, le lithium métal est l'entité chimique, en fait, l'atome qui montre sa plus forte contraction de taille lors de sa perte d'électrons externes. Vous voyez que quand le lithium 0 devient lithium plus, il perd 60% de son rayon et 85% de son volume. Donc là, c'est un élément chimique qui perd énormément de volume quand il s'ionise, tout simplement parce qu'on passe d'un électron 2s1 à une couche pleine 1s2, et donc passer de 2s à 1s, c'est là où vous avez la plus grande variation de rayon. Donc ça, c'est les rayons de bord qui vous indiquent ça. Alors cette ionisation, elle s'accompagne d'un échange d'énergie, bien sûr. Donc quand on passe du métal gazeux à l'ion gazeux, on peut provoquer cette réaction en injectant de l'énergie. Donc là, vous avez les énergies en kilojoules par mol. Donc on va de 520 à 376 quand on va du lithium au césium. Les énergies pour ionisation sont donc faibles. Donc ce sont des éléments qui sont faciles à ioniser. Il suffit de les exposer à l'ultraviolet. Ces énergies ici, c'est dans la gamme de l'ultraviolet proche. Et on remarque que ces énergies d'ionisation sont décroissantes. Alors décroissant à cause de l'effet d'écran, c'est-à-dire que l'électron externe il a d'autant plus de capacité à être éjecté qu'il y a d'électrons entre lui et le noyau, dont il essaye de s'échapper. Donc ça veut dire que quand on va de cet élément-là à celui-là, c'est de plus en plus facile d'éjecter l'électron. Ce qui semblerait dire, du coup, si on regarde juste ces données-là, que le lithium est l'élément le moins réducteur de tous les alcalins et le césium devrait être l'élément le plus réducteur de tous les alcalins.
Or, c'est complètement en contradiction avec ce qu'on sait des potentiels à redox, puisque vous avez cette courbe en cloche ici, avec les potentiels à redox vis-à-vis de l'hydrogène. Pour les alcalins classiques, les 5 qui sont là, vous avez une courbe comme ça, avec le lithium qui est le plus réducteur, très légèrement plus réducteur que le césium. Alors, comment est-ce qu'on concilie ces deux choses-là? Et vous allez voir que ça a des conséquences importantes pour la suite. C'est que quand on regarde ces énergies-là, on ne tient compte que de cette réaction. Le métal gazeux devient le cation gazeux. Or, les potentiels à redox qui sont ici, on part du métal solide et on forme l'ion solvaté. Donc on a négligé la première étape qui est la sublimation du métal et la dernière étape qui est la solvatation de l'ion. Et le potentiel à redox tient compte de ces trois-là. Donc le potentiel à redox exprime la somme de ces trois réactions, énergétiquement parlant. Alors si on représente ici l'énergie d'ionisation en ΔG en kJ par mol, c'est endothermique bien sûr pour les 5 éléments qui sont ici. Si on lui rajoute à cette énergie d'ionisation l'énergie de sublimation qui est ici, on a la somme qui est là, et on ne retrouve pas cette forme en cloche, toujours pas. Par contre, si on rajoute l'énergie exothermique de solvatation de l'ion, on a cette courbe ici, donc ça de nouveau ce sont des ΔG, hein. Et ce ΔG, on peut très facilement le convertir en ΔE par cette relation que vous connaissez, et on retrouve parfaitement cette courbe en cloche ici. Donc ça, il y a plusieurs conclusions à ça. Premièrement, c'est à cause de l'hydratation très exothermique de l'ion lithium+, que le lithium métal est très réducteur. Et si on n'avait pas de solvatation, eh bien, le lithium serait le moins réducteur, et le sodium, le potassium, le rubidium, le césium seraient plus réducteurs que le lithium métallique, sans solvatation. Alors ça vient du fort pouvoir polarisant du lithium+, hein, qui est un ion tout petit, donc de forte interaction avec l'eau, donc une solvatation extrêmement exothermique. Donc je répète ça, hein, grâce à la solvatation, le lithium est aussi réducteur que le césium, et s'il n'y avait pas ça, tous les autres éléments alcalins seraient plus réducteurs que le lithium métallique. Et puis si vous avez un petit moment, vous pourrez peut-être lire cette publication de Lewis 1913 où tout ce que je viens de vous dire c'est déjà expliqué. Et c'était la première personne à mesurer le potentiel lithium plus lithium 0 et il s'est étonné que ce soit si négatif alors que le lithium est au sommet de la classification périodique. Et il a expliqué ça par la solvatation. Alors, cette solvatation très exothermique et spécifiquement élevée pour le lithium n'est pas spécifique à l'eau. Vous avez ici un tableau avec les deltages de solvatation de différents éléments dans différents solvants, le delta G de solvatation de différents éléments dans différents solvants, et on a toujours la même chose. Hein. Quel que soit le solvant, le lithium est toujours l'alcalin qui est la solvatation la plus exothermique. Et puis pour les autres alcalins, ou si on considère même le proton, la solvatation est de plus en plus faible énergétiquement quand on descend comme ça. Donc ça suit toujours l'ordre des tailles des ions. Ça, c'est en solution. Et on peut même se poser la question, est-ce que dans les solides, ce ne serait pas possible de faire la même chose? Est-ce qu'on observe cet effet de solvatation dans les solides vis-à-vis du lithium, sodium et des potentiels redox? Alors j'ai pris l'exemple des iodures de sodium et lithium. Alors c'est intéressant parce que l'iodure, c'est un ion très volumineux. L'iodure de lithium est une structure type NaCl, donc l'iodure s'organise dans un réseau cubique face centrée, et donc puisque l'ion iodure est très gros, ça va délimiter des sites disponibles relativement gros également, dans lesquels le lithium peut venir s'insérer. Mais le lithium étant très petit, on peut considérer qu'il est loin des ions iodures et qu'il est faiblement solvaté dans cette structure. On peut considérer les ions iodures comme étant, entre guillemets, des solvants dans un solide. C'est un peu... Je prends des raccourcis là, mais c'est pour fixer un petit peu les idées. Et donc, dans cette structure LiI, l'ion lithium+ est faiblement en interaction avec les anions. Et on peut se poser la question, est-ce que le sodium serait capable de réduire le lithium+ dans cette structure? Je n'ai pas trouvé dans la littérature de référence à ça. Toujours est-il que si vous cherchez dans les tables thermodynamiques, vous pouvez calculer que c'est possible. L'ion Li+ dans l'iodure de lithium est potentiellement réductible par du sodium métallique pour former l'iodure de sodium et du lithium métal. Le delta G est négatif et ça devrait s'accompagner d'une différence de potentiel de 0,15 volts. Ok.
Donc maintenant, passons à l'hydratation elle-même et aux propriétés que cette hydratation confère à l'ion lithium. Alors, les sels de lithium sont souvent déliquescents, c'est-à-dire qu'ils sont tellement avides d'eau qu'ils captent suffisamment d'eau pour s'y dissoudre eux-mêmes, pour finir par former des solutions très concentrées. Les électrolytes solides conducteurs de lithium où les ions lithium circulent extrêmement rapidement sont bien évidemment très sensibles à l'eau également, ce qui est tout à fait en corrélation avec ce que j'ai dit précédemment. Ce sera la même chose pour les conducteurs d'ions fluorure, à l'exception que si le F- est en contact avec l'eau, on risque de faire du HF. Donc là, il faut être un petit peu prudent. Les sels de lithium forment souvent des hydrates, comme le bromure de lithium, le chlorure, nitrate, etc. Là, je vous ai indiqué pour information le diagramme de phase LiBr H2O. Vous voyez qu'on forme énormément de phases hydratées. Et ça implique que classiquement, industriellement, les sels de lithium anhydre seront plus difficilement préparables ou ce sera plus compliqué de préparer ça à faible coût que des sels de sodium anhydre. Et ce sont des sels tellement avides d'eau qu'on les utilise comme agent déshydratant pour sécher les solvants organiques ou pour l'air conditionné ou pour gérer des salles sèches. Et là, c'est essentiellement du bromure de lithium ou des solutions aqueuses de chlorure de lithium qui peuvent être utilisées pour ça. Alors cette solvatation très exothermique a des conséquences. Pour les sels qui sont riches en lithium, comme le sulfate de lithium qui contient 2 lithium plus pour 1 anion, ou le carbonate de lithium, la mise en solution de ces sels est tellement exothermique que le deltage de dissolution est très négatif et que donc la solubilité de ces sels diminue avec la température, ce qui est un petit peu contre-intuitif avec ce qu'on attend classiquement du chauffage. En général, quand on chauffe, on imagine que le sel va passer plus en solution. Si vous formez des ions qui ont une solvatation très négative, exothermique, c'est le contraire que vous allez observer. Et puis on observe également la même chose dans l'enthalpie de dissolution des sels. Vous avez ici le taux d'hydratation de différents sels. Donc X, c'est le X qui est dans une formule comme de ce type-là. Et vous avez ici l'enthalpie de dissolution. Et vous voyez que quand un sel est préhydraté, quand son hydratation augmente, quand il y a de plus en plus d'eau dans la structure, une eau qui va pré-solvater l'ion lithium+, la dissolution de ce sel de plus en plus solvaté ici va diminuer en intensité, à tel point qu'on peut imaginer utiliser ces réactions de déshydratation en l'état solide pour stocker l'énergie thermique. Mais pour des raisons de coût, c'est plutôt le sodium et le magnésium qui sont utilisés actuellement. Un autre point, certains sels de lithium sont extrêmement solubles. Donc c'est le cas du chlorure de lithium, iodure de lithium et bromure de lithium. Vous voyez qu'ici, par exemple, 60% en masse, ça veut dire qu'on en dissout 60 grammes dans 40 grammes d'eau, ce qui est quand même exceptionnel. Mais en fait, on en met tellement que les solutions ne sont plus idéales. On forme des paires d'ions, on a association d'ions, ce qui veut dire que la solvatation n'est pas complète. Ce qui veut dire que ça paraît être une contradiction thermodynamique, mais alors que le deltage de dissolution à dilution infinie est négatif, pour ces sels fortement concentrés en solution, la solubilité, malgré tout, va augmenter avec la température, ce qui est contraire à ce qu'on pouvait attendre de cette valeur ici. Et puis maintenant, si on compare la solubilité des sels de lithium avec les sels d'autres alcalins, en général, ce n'est pas le cas ici, justement j'ai mis ça ici de part et d'autre pour montrer la contradiction, à part ces 3 sels ici, la majorité des autres sels de lithium sont moins solubles que les sels équivalents de sodium, potassium, rubidium. C'est le cas pour les fluorures, carbonates, phosphates et les hydroxydes ici, sachant que les valeurs qui sont indiquées au niveau des points ici, c'est l'énergie de réseau. J'en ai relié un. Voilà. Alors maintenant, juste une diapositive sur les transports et sur la cinétique. Vous avez ici les rayons pour lithium, sodium, potassium, rubidium, cédium pour différentes entités, donc l'entité métallique, covalente, ionique en coordinance 6, en coordinance 4, et puis ici c'est l'entité qui est solvatée. Donc plus l'ion est petit, plus sa sphère de solvatation va être volumineuse. Alors ça s'exprime comme étant le rayon de Stokes ou le rayon hydrodynamique. C'est en fait le rayon d'une sphère rigide qui diffuse à la même vitesse que l'ion lui-même. Donc c'est une sphère équivalente qui a la même vitesse de diffusion que l'ion lui-même. Et vous avez ici les vitesses de diffusion, les rayons hydrodynamiques qui sont indiqués ici en rouge. Et puis ici, vous avez les conductivités molaires limites qui sont indiquées ici en bleu.
Les chiffres qui sont là, c'est approximativement le nombre de molécules d'eau qui constituent cette sphère rigide, qui constituerait cette sphère rigide si c'était le cas. Donc on voit que le lithium plus hydraté est beaucoup plus volumineux que le sodium plus hydraté, et puis quand on descend dans la classification, les rayons de solvatation diminuent et les vitesses de diffusion augmentent. Donc vitesse de diffusion plus rapide pour le sodium, solvatation qui est moins exothermique pour le sodium que pour le lithium, et ça, ce n'est pas sans rappeler certaines des propriétés des batteries sodium-ion par rapport aux batteries lithium-ion, et en particulier leur capacité à se charger et décharger très vite, même si d'autres choses interviennent, comme la viscosité de l'électrolyte, par exemple. Alors, maintenant qu'on connaît un petit peu les propriétés du lithium métallique et de son ion, on peut en déduire les applications qui en ont été proposées. Donc, bien évidemment, les potentiels redox extrêmement favorables en font le matériau de choix pour les batteries. L'hydratation, ça en fait un matériau de choix pour le traitement de l'air, la déshydratation de l'air ou le séchage de l'air pour tout ce qui concerne ces sels. Très faible densité fait que c'est utilisé en métallurgie des poudres pour alléger certains alliages. Des sels qui sont souvent peu solubles et des chaleurs spécifiques élevées en font l'utilisation qu'on en a dans les graisses, comme additifs dans les graisses, qui doivent être pour certaines très peu solubles et résistantes à haute température. C'est un fondant, aussi beaucoup de sels sont des fondants qu'on utilise dans tous les domaines qui utilisent beaucoup de haute température. Et puis la taille dynamique de l'ion lithium fait que ça peut par exemple servir en médecine ou en pharmacologie, et on s'en sert également dans le domaine des polymères. Et tout ça, ça fait une consommation qui augmente à peu près depuis une vingtaine d'années de 9% par an pour atteindre actuellement, en 2018, ce chiffre est de 2018, 50 000 tonnes équivalent lithium, ce qui fait 100 000 mètres cubes, parce que la densité c'est à peu près 0,5, donc ça fait le volume de la nef de Notre-Dame de Paris à peu près. Ça, c'est ce qui est consommé en volume de lithium par an dans le monde. À remarquer qu'en 2010, les batteries rechargeables, c'était 20% de la totalité, et que depuis 2018, les batteries rechargeables, c'est devenu le premier poste de consommation du lithium parmi tous les autres domaines où cet élément est utilisé. Alors cependant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en 2018-2019, la production était supérieure à la demande. D'ailleurs, les prix sont en train de baisser depuis mi-2018. Et en fait, on sait très bien maintenant que le lithium est loin d'être un élément très critique. Alors, ce qui alimente également cette affirmation, d'ailleurs, c'est le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui le dit en 2020, le lithium est un élément pourtant relativement peu rare de l'écorce terrestre. Je vous rappelle juste les chiffres. Le lithium est plus abondant que le plomb et que l'étain, par exemple. Mais il y a aussi les réserves qui augmentent. Là, vous avez un bilan de l'US Geological Survey ici de 73 qui indique que les réserves c'est 1,2 million de tonnes et les ressources 6,5, et en 2020 les réserves c'est 17 millions de tonnes et les ressources possibles c'est 80 millions de tonnes avérées, et je vous rappelle que la consommation actuelle c'est 0,05 millions de tonnes. Donc on ne manque pas de lithium actuellement, d'autant plus que dans beaucoup de domaines d'application on peut le remplacer partiellement. C'est le cas des batteries sodium-ion, par exemple, mais aussi dans les fondants pour le verre. Et puis le recyclage du lithium n'est pas un domaine qui a atteint la maturité du plomb, par exemple. Donc il y a encore des progrès à faire en termes de recyclage. Et pour la production, on estime que la production peut assez rapidement monter. Donc de 2019-2025, c'est potentiellement multipliable par 3. Pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de pays qui développent des recherches minières dans ce domaine. Les ressources qui sont utilisables commencent à se diversifier également. Il y a de nouveaux sites qui sont explorés, qui sont exploités. Et puis on peut remarquer qu'il y a quand même pas mal de pays qui pour l'instant n'étaient pas vraiment dans la course, qui commencent à l'être, sachant que je vous rappelle que le premier producteur, c'est l'Australie. De très loin, c'est l'Australie qui est le premier producteur de lithium actuellement. Alors, dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est une chose que je trouve intéressante, c'est le lien qu'on peut faire entre les batteries au lithium et les engrais. Et je terminerai sur ça. Alors, l'ammoniac est le point de départ de la synthèse des engrais azotés. Donc, engrais azotés ou ammoniac ou azote organique, c'est de l'azote qui est réduit.
Et pour faire ça, on a besoin d'hydrogène, d'azote, et on fait cette réaction-là. Ça s'appelle le procédé Haber-Bosch. L'azote réagit avec l'hydrogène pour faire de l'ammoniac. L'azote est issu de l'air, l'ammoniac est extrait, l'hydrogène actuellement est extrait des combustibles fossiles. Donc ça pose des problèmes, vous allez voir, en termes de CO2 également, mais je voudrais juste vous montrer à quel point cette molécule a été importante dans l'histoire des sciences et importante économiquement et humainement. Donc c'est à l'origine de 4 prix Nobel, 2 pour le procédé Haber-Bosch, Van 't Hoff pour les équilibres chimiques et Hertel pour la partie catalyse. Ça représente 160 millions de tonnes produits par an et c'est le premier produit manufacturé au monde, parfois en compétition avec l'acide sulfurique. La production de l'ammoniac, c'est 2% de la consommation mondiale d'énergie, ça veut dire la consommation de 140 millions de personnes, ça veut dire 2 fois la France, juste pour fabriquer une seule molécule en grande quantité. C'est 450 millions de tonnes de CO2 produits par an. C'est considéré par la FDA comme étant à l'origine de 40% de la production agricole mondiale. Puis si on veut être un petit peu provocateur, sachant que donc on injecte à peu près 50% de l'azote dans le cycle de l'azote court, on injecte de l'azote qui est produit par le procédé Haber-Bosch, on pourrait dire que 50% de nos atomes qui nous constituent d'azote sont un jour ou l'autre passés par un procédé Haber-Bosch. Bon, ça c'est assez provocateur, je vous l'ai dit. Alors, pourquoi est-ce que ça produit du CO2 ? Je vous l'ai dit, donc la principale source d'hydrogène, c'est le méthane. Alors, on craque le méthane, c'est le vaporéformage. Le méthane réagit avec l'eau pour former du CO2 et de l'hydrogène. On peut faire ça avec d'autres composés carbonés, peu importe. Ces réactions sont très endothermiques et il y a beaucoup d'émissions de CO2. Et puis après, une fois que l'hydrogène est formé, on doit le faire réagir avec l'azote, qui est exothermique, donc ça peut être spontané, mais cinétiquement, c'est très limité. Donc il faut chauffer, apporter des grosses pressions, utiliser des catalyseurs, et le rendement de cette réaction, en une étape, c'est 15%. Ce qui veut dire qu'il faut recycler le gaz qui n'a pas réagi pour le faire réagir de nouveau sur la surface des catalyseurs. Donc ça nécessite des grosses unités, beaucoup de pertes d'énergie et de consommation d'énergie, et des unités qui sont extrêmement centralisées. Et la question que beaucoup de gens se posent depuis longtemps, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'eau comme source d'hydrogène ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette réaction ici à température ambiante de synthèse d'ammoniac, et donc faire des productions qui soient beaucoup plus localisées, et donc beaucoup plus écologiquement compatibles ? Alors, il y a des options possibles. Alors, première constatation, azote et eau, ça ne réagit pas spontanément, sinon on aurait soit plus d'azote, soit plus d'eau, puis on respirerait de l'ammoniac. Donc, ce n'est pas spontané, ça ne se fait pas spontanément. Et les deux options qui sont étudiées beaucoup dans la littérature, c'est deux options qui sont électrochimiques. La première, c'est faire l'électrosynthèse en une étape, c'est-à-dire réduire l'azote dans une électrode et le faire réagir avec une source de protons. Alors le problème de cette étape, de cette synthèse en une étape, c'est qu'il y a des problèmes de sélectivité, il faut des catalyseurs, parce que l'azote, ça reste une molécule dure à casser. Les rendements sont faibles, et il faut souvent appliquer une température non pas aussi extrême qu'avec le procédé précédent, mais quand même des températures élevées ou des hautes pressions. Et à noter qu'en 1994, le lithium a pour la première fois été proposé comme étant un intermédiaire de réaction. Donc le lithium est déposé dans une cellule qui j'ai indiqué ici, LiClO4 dans le THF. Le lithium est déposé sur un support métallique. Dans cette batterie, on fait circuler de l'azote, on forme Li3N, et dans la batterie, on a mis du méthanol qui sert de source d'hydrogène. En faisant ça, on arrive à produire quelques pourcents, le rendement faradique, c'est quelques pourcents d'ammoniac, mais ce n'est pas suffisant, et la vitesse à laquelle ces choses-là se font, c'est assez limité également. Alors, l'idée qui est maintenant proposée dans la littérature par plusieurs personnes, c'est d'utiliser le lithium, mais en 3 étapes. La première étape, on utilise une des propriétés du lithium qui est de se nitrurer facilement en nitrure de lithium, puisque je vous rappelle, c'est le seul élément qui sache faire ça. Ce nitrure est pris en charge dans une deuxième étape où en fait, il réagit avec l'eau pour former de l'ammoniac et de la lithyne. Donc ces deux réactions sont spontanées. Ces deux réactions sont thermodynamiquement calculables comme étant spontanées. Et ensuite, il faut que la lithyne soit retransformée en lithium métallique pour fermer le cycle. Par contre, cette dernière réaction n'est pas spontanée, elle est très très endothermique.
Alors, dans la littérature, on trouve à l'échelle du laboratoire, ce procédé en 3 étapes a été déjà testé. Alors, j'ai cité ici 2 publications qui m'ont paru intéressantes. Alors, vous avez ici le processus. Le premier processus, ici, on fabrique du lithium à partir du lithium plus dans une batterie, dans une cellule classique. Ensuite, ce lithium est mis en contact avec l'azote, mais là, c'est à 220 degrés. Donc ici, la nitruration est purement chimique. Et puis après, on fait réagir ce nitrure de lithium avec de l'eau en milieu acide sulfurique. Ça forme donc du NH4+, et puis le lithium est repris en charge dans la batterie ici. Alors, le lithium à 220 degrés est liquide, ici, et le rendement faradique, qui est calculé à l'échelle du laboratoire, c'est 50%. Okay. Autre possibilité, donc vous avez ici toujours le cycle avec 3 étapes ici. Donc ici, ce qui change, c'est que l'étape de régénération du lithium n'est pas électrochimique, c'est une électrolyse, comme l'ont fait des gens au XIXe siècle, comme je vous l'ai montré. Donc on électrolyse le lithium anhydre, la lithine anhydre, pour régénérer le lithium. Puis après, on cycle de cette manière-là en 3 étapes. Par contre, l'électrolyse se fait à 450 degrés, mais ici, on a un rendement faradique de 88%. Donc à l'échelle laboratoire, faire de l'ammoniac sans passer par le procédé Haber-Bosch, c'est possible. Alors la question qu'on peut se poser, c'est l'étape qui est ici à 220 degrés de nitruration du lithium et l'étape qui est ici de régénération du lithium à partir de la lithine. Est-ce que ce n'est pas possible de faire ça à plus basse température? Alors, potentiellement, on a la possibilité de le faire. Alors, ça a été montré récemment que dans une batterie de ce type-là, une batterie non pas lithium-oxygène ou lithium-air, mais une batterie lithium-azote, on peut fabriquer du nitrure de lithium électrochimiquement à température ambiante. À noter, ça peut avoir son importance, c'est que le graphite lithié et les alliages lithium-métal, les alliages binaires, réagissent plus avec l'azote que le lithium-métal tout seul. Ça pose aussi des questions, c'est que quand on conditionne une batterie lithium-ion avec de l'air emprisonné dedans, quel est le devenir de l'azote vis-à-vis du carbone lithié qui va se former au cours du cyclage? Ça, c'est un autre point. Donc on peut faire ce nitrure de lithium électrochimiquement. Et puis les batteries lithium-air aqueuses sont des batteries qui, théoriquement, sont capables de reformer à partir de la lithine le lithium métallique ici. Donc les 2 étapes qui dans la littérature sont proposées comme étant des étapes obligatoirement haute température, en fait, pourraient être remplacées. Alors bien évidemment, la vitesse à laquelle les réactions vont se faire sera certainement plus lente, mais potentiellement, ce système de fabrication d'ammoniac en 3 étapes, utilisant le lithium métallique, c'est réalisable à température ambiante. Alors, quelques conclusions rapides. Donc, le lithium, moi j'ai bien aimé préparer ce cours-là parce que c'est un très bon exemple où on illustre très facilement la relation entre structure électronique, taille, propriété et application. Je dirais aussi qu'à certains endroits, j'ai essayé d'insister sur le fait que la littérature, qui peut paraître ancienne, ce n'est pas forcément une perte de temps de la lire, c'est même souvent un très très grand gain de temps. Et puis les propriétés exceptionnelles, du lithium, moi je ne sais pas ce que j'ai fait là, ça a d'autres trucs qui apparaissent, qui sont actuellement utilisés dans les batteries, dans l'électrochimie, comme étant un acteur important pour la décarbonatation des transports. Il y a d'autres applications dues aux propriétés assez étonnantes du lithium, d'autres applications qui sont actuellement débattues dans la littérature, comme la synthèse des engrais pour le lithium métallique. Voilà, je vous remercie.